Au plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour cette session d'information en direct du Palais des Gouverneurs. C'est le journal sur Télé Hémicycle. Les agents civils et militaires de l'Assemblée nationale ont suivi hier, après la traditionnelle cérémonie des couleurs, une communication sur le thème intérêt général. Plus de détails dans cette édition. Parmi les collaborateurs du président de l'Assemblée nationale, on retrouve les conseillers techniques qui jouent un rôle clé aux côtés de ce dernier. Les particularités liées à cette fonction sont à découvrir dans ce journal. En page magazine, on parlera du culte Egungun, un rite par lequel les clans familiaux honorent leurs morts et les font revenir parmi les vivants. À nouveau, bienvenue, mesdames et messieurs, et merci d'être dans notre cérémonial des couleurs ce lundi à l'Assemblée nationale, suivi de communication sur le thème intérêt général, une communication qui a pour but de fouetter l'attachement des agents de l'institution parlementaire pour le bien commun et le caractère sacré de la chose publique. Images et son. Au Parlement béninois, Célestin Rossou est le patron de la cellule de l'audit interne. Sous sa guidance, la DKI veille au respect des tests et au bon usage des biens publics et ce lundi, c'est à lui que revient la responsabilité de présenter la communication sur l'intérêt général. L'intérêt général, qui exige le dépassement des intérêts particuliers, est d'abord, dans cette perspective, l'expression de la volonté générale, ce qui confère à l'État la mission de poursuivre des fins qui s'imposent à l'ensemble des individus par-delà leurs intérêts particuliers. Il revêt une place particulière. Il est à la fois le fondement du système politique démocratique, c'est-à-dire l'essence du contrat social de régulation entre l'individu et le collectif, voire le socle commun qui, depuis des centenaires, permet de transcender les différences autour d'une valeur de projet commun. Si l'intérêt général est le fondement même du vivre ensemble, il a une place prépondérante que lui confère la Constitution. La Constitution béninoise l'a même intégrée dans le contenu du serment que chaque président de la République élu doit prononcer avant son entrée en fonction. Ainsi, au terme de l'article 53 de la Constitution béninoise, tout président élu, avant son entrée en fonction, doit jurer solennellement, entre autres, de ne se laisser guider que par l'intérêt général et qu'en cas de parjure, qu'il subisse les rigueurs de la loi. Après avoir fait une revue de la notion, le communicateur a rappelé l'évolution du concept dans le temps avant de fixer la responsabilité de chaque agent face à l'intérêt général. Les quatre grands principes du service public que sont la continuité, la mutabilité, l'égalité et la neutralité ont été définis. Leur respect strict par les agents publics permet de satisfaire l'objectif primordial de l'administration qui est la satisfaction de l'intérêt général. Les communications doivent inspirer, impacter et changer les fonctionnaires dans leur rendement. Et c'est à juste titre que le président de l'Assemblée nationale a replacé le sujet de la communication du jour dans un objectif global qu'il rappelle. L'intérêt général doit primer sur l'intérêt personnel et égoïste. Il a bien dit que notre administration est hautement politique. C'est vrai, mais la politique, c'est l'art de gérer la cité.
et gérer la cité dans des normes acceptées par tous. Et pour que ça soit accepté par tous, il faudrait que cela réponde aussi à la notion d'intérêt général. Une administration parlementaire performante, résolument engagée au service de l'intérêt public, le credo du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéonou Vlavonou, qui tente par ses communications que lui-même a initiées de partager avec les agents sa vision. Pour exercer ses fonctions, le président de l'Assemblée nationale s'entoure de plusieurs collaborateurs, dont des conseillers techniques. C'est une fonction qui a ses spécificités. Pour ceux qu'il a appelés autour de lui pour la 9e législature, le président Louis Gbéonou Vlavonou précise ce qu'il attend d'eux dans leur rôle de conseiller technique. Suivez. Le conseiller technique est un expert dans un domaine de compétences comme l'environnement, les finances, l'économie, le budget, l'agriculture et que sais-je encore. Il est le conseiller particulier du président. Il appose son visa sur tout dossier présenté à la décision du président dans son secteur de compétences. Lorsque le dossier est complexe ou détaillé, il élabore une synthèse à laquelle il joint ses propres conclusions. Le président dispose ainsi d'un second avis ou d'une confirmation de l'avis des services émanant d'un collaborateur qui partage ses vues politiques et connaît ses objectifs. Le conseiller technique intervient de la même manière dans la rédaction des discours et courriers techniques. Dans certains cas, le président peut confier au conseiller technique une mission de réflexion en vue de proposer, voire de mettre en œuvre des projets innovants. Il peut également le mandater pour conduire, par exemple, un audit de l'organisation des services ou d'une prestation à la population et émettre là encore des propositions. Autrement dit, le conseiller technique dans son domaine de compétences est chargé de faire des analyses prospectives susceptibles d'alimenter la vision et l'orientation politique, d'apporter sa contribution à la mission d'orientation, de gouvernance et de leadership du cabinet, d'assurer la veille stratégique, notamment par la collecte, le traitement et la diffusion des informations politiques, scientifiques et la valorisation des bonnes pratiques permettant de maintenir le président, son cabinet et l'Assemblée nationale à un niveau d'information et de connaissance compatible avec les exigences de l'ère des technologies de l'information, de la communication et de la globalisation. De centraliser au sein d'une base de données toutes les informations susceptibles de favoriser le suivi par le cabinet des secteurs et des structures de son champ de compétences afin d'assurer la performance globale de l'administration parlementaire, d'animer des séances et des ateliers de réflexion, créativité, capitalisation et de formation au sein du cabinet et de l'administration parlementaire, d'émettre des avis sur les dossiers qui lui sont affectés par le président de l'Assemblée nationale
ou par le directeur de cabinet. Session extraordinaire le lundi 25 septembre à l'Assemblée nationale française. Le projet de loi pour le plein emploi était au cœur de la première séance plénière. Le projet prévoit une formation d'accompagnement et une durée hebdomadaire d'activité pour les bénéficiaires de l'allocation du revenu de solidarité active, des mesures contestées par la gauche mais que la droite souhaite au contraire durcir. Stéphanie Depoumondoa pour le compte rendu. Le projet de loi pour le plein emploi. C'est le test inaugural de la session extraordinaire du Parlement français. Les députés se sont réunis en séance plénière ce lundi 25 septembre pour examiner le test qui prévoit l'obligation d'activité pour les bénéficiaires de l'allocation du revenu de solidarité active. L'objectif est de réduire le taux de chômage à 5% d'ici 2027. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, porteur du projet, explique. 60% des allocataires sont toujours inscrits au RSA, plus de 5 ans après leur première inscription. 42% le sont toujours après 7 ans. Et 16% des allocataires sont même encore inscrits plus de 10 ans après leur première inscription. Ce n'est pas ainsi que la République s'acquitte de son devoir de solidarité. Et il faut en finir, je crois, avec le totem de l'aide contre la pauvreté qui, parce que sans contrepartie, serait par essence meilleure que toutes les autres, et ce même si en réalité, elle enferme une large partie de ceux qui en bénéficient dans la misère et dans la précarité. Faire preuve de solidarité, ça n'est pas accepter que se créent des trappes à précarité. Et ça n'est pas atténuer les symptômes de la précarité qui en fait disparaître les causes. C'est d'être accompagné globalement, d'être inséré par le travail dont ont besoin les plus fragiles. Des explications complétées par le rapport de la Commission des affaires sociales. L'écrasante majorité des entreprises de moins de 50 salariés ne disposent pas d'un service de ressources humaines alors qu'elles représentent 70% des embauches. Leur accompagnement est donc crucial. Cependant, faute d'une image à la hauteur du service rendu, Pôle emploi ne capte qu'un quart des offres disponibles. C'est à l'ensemble de ces enjeux que ce projet de loi vous propose d'apporter des solutions concrètes. Le principe de l'inscription généralisée auprès de l'opérateur France Travail de toutes les personnes en recherche d'emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles prévues à l'article 1er vise à améliorer l'orientation des personnes. Aux dispositions figurant initialement dans le projet de loi, les sénateurs ont ajouté une obligation d'activité d'au moins 15 heures par semaine. Place à la discussion générale avec en toile de fond la gauche vent debout contre le projet qu'elle qualifie de stigmatisation des plus précaires. Après un été catastrophique où votre gestion a privé d'eau et de médicaments des régions entières de notre pays, vous ne trouvez pas d'autre priorité que de terroriser toutes celles et ceux qui ont un accident de parcours ou de vie. Voilà qu'un gouvernement de millionnaires et ses collaborateurs lepénistes veulent retirer 500 balles aux familles qui se battent au quotidien pour survivre. L'accompagnement, le retour à l'emploi, c'est donc un mythe que vous entretenez pour faire reposer sur les collectivités locales, in fine, le coût de votre irresponsabilité, tout en ayant réussi l'exploit de pressuriser les agents de Pôle emploi. Doit-on comprendre qu'aller chez le coiffeur ou dans une salle de sport sera considéré comme une activité ? Le gouvernement veut réintroduire dans cette version le changement de nom de Pôle emploi en France Travail. Cela embrouille et rend ce texte déjà confus, incompréhensible pour les Français. Le groupe Horizon ne saurait soutenir cette motion de rejet car nous croyons en ce projet de loi qui est l'incarnation de nos efforts incessants et de notre volonté indéfectible d'offrir à chaque citoyen une chance égale sur le marché du travail et un service public de l'emploi de qualité quand nos entreprises rencontrent des difficultés de recrutement. Les élus n'ont pas pu trouver un terrain d'entente avant la suspension de la séance par la vice-présidente Élodie Jacquier-Laforge. Ils pourraient se retrouver de nouveau cette semaine pour la suite des débats. Séance de questions au gouvernement. Jean-Paul Lecoq, député gauche, démocrate et républicaine, membre de la NUPES, a lui mis le doigt sur l'épineuse question de la politique africaine de la France suite aux épisodes maliens, burkinabés et nigériens. Je vous propose un extrait de la question et la réponse de Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Avec les putschs au Niger, au Gabon cet été, votre politique néocoloniale et impérialiste en Afrique a connu l'un des plus grands revers. La faute à une politique pilotée pour nos intérêts économiques de l'uranium au pétrole. Il n'y a pas de sentiment anti-français.
Les peuples africains sont anti-politique française. Ils veulent accéder à leur deuxième indépendance, celle de la souveraineté économique et financière. Nous devrions les écouter. Nous devrions fermer les bases militaires en Afrique et en finir avec le franc CFA. Et que dire du franc Pacifique? Au lieu de cela, vous continuez à exiger des sanctions internationales qui étouffent les peuples et renforcent l'image d'une politique française aveugle aux besoins des peuples. Vous avez même exigé la fin de la coopération culturelle avec tous les artistes maliens, burkinabés et nigériens et bloqué l'obtention des visas pour les étudiants ressortissants de ces États. En appliquant ces injustes sanctions collectives, vous vous en prenez aux puissants vecteurs de paix que sont les coopérations culturelles et intellectuelles. Madame Colonna et Monsieur Vigier, quand l'arrogance néocoloniale va-t-elle quitter nos politiques publiques? Au Gabon comme au Niger, notre politique est guidée par les deux principes qui nous gouvernent toujours. 1. Nous condamnons tous les coups d'État. 2. Nous soutenons les organisations régionales, au Niger la CEDEAO, au Gabon les pays d'Afrique centrale. Voilà la réalité. Et je voudrais aussi vous rappeler que l'Afrique ne se réduit pas au Sahel. Il y a quelques juntes qui remettent en cause la France pour masquer leurs propres échecs. Bien au contraire, les relations entre la France et la plupart des 54 pays africains se portent bien, se portent même très bien. En 15 ans, le volume de nos investissements a doublé, c'est un fait. Nos universités sont attractives, elles accueillent aujourd'hui 92 000 étudiants africains, soit 40% de plus qu'en 2017, c'est un fait. Et à propos des artistes, permettez-moi de dire que les mesures que vous évoquez n'ont jamais ni été prises, ni même n'ont été demandées. Et surtout, nous traitons l'Afrique sur un pied d'égalité pour traiter avec elle les grands défis de demain, les grands enjeux que sont la faim, le développement, le climat, la santé mondiale. Nous soutenons dans la gouvernance mondiale le poids de l'Afrique et des pays africains. Nous le faisons au G20, nous le faisons au Conseil de sécurité. L'Union africaine vient d'entrer au G20 avec notre soutien. Voilà la réalité, Monsieur le député, et voilà ce que nous faisons avec nos partenaires africains. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Lecoq. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Entendez ce que disent les peuples africains. Entendez-les. Évidemment, ce n'est pas toute l'Afrique. Les 2 minutes qui me sont accordées ne me permettent pas de vous faire la liste. Mais vous savez très bien que la partie CEDEAO, par exemple, eh bien, les anciennes colonies françaises ont un message à donner à la France. Et ce message, vous avez du mal à l'entendre. Et c'était le sens de cette question. Mesdames et messieurs, c'est l'instant revue de presse et celle du jour porte l'empreinte de Saturnin Johnson. Mesdames, Messieurs, bonjour. 24 788 969 569 francs CFA, c'est le chiffre du jour. Pour la gestion 2024, c'est le budget du Parlement. Le budget du Parlement a été adopté cette nuit. Le matin de ce jour en a fait sa manchette. Projet de budget de l'Assemblée nationale, les députés adoptent 24 788 969 569 francs CFA, titre le journal. Un vote en procédure d'urgence mentionne le matin dans ses colonnes avec la précision que pour ce qui est des prévisions budgétaires 2024, les députés ont surtout insisté sur le renforcement de la ligne relative au contrôle de l'action gouvernementale, la promotion de la femme et autres. Séance plénière de ce lundi 2 octobre à l'Assemblée nationale, vote du budget 2024 du Parlement béninois à plus de 24 milliards de francs CFA, un montant en nette régression par rapport à 2023 pour l'institution. Les députés saluent le président Vlavonou pour la rigueur et la transparence ayant guidé l'exécution du budget de 2023, renchérit le coopérant. Le leader du jour d'aller dans le même sens. Adoption du budget de l'Assemblée nationale, 24 788 569 569 francs CFA pour booster l'administration parlementaire en 2024. Un accent particulier sur le renforcement du contrôle de l'action gouvernementale, la promotion de la femme, le PAN Louis Vlavonou et la 9e législature pour un Parlement plus dynamique aux côtés du peuple. Sur les détails de la procédure ayant conduit à ce vote, le leader du jour informe que pour qu'on arrive là, il a fallu que les députés y aillent en procédure d'urgence. Une procédure demandée par 16 députés et acceptée par 57 députés contre 19 du groupe parlementaire Les Démocrates. Selon les explications du président Louis Berounou Vlavonou, le budget de l'Assemblée nationale du Bénin pour la gestion 2024 est en nette régression par rapport à celui de 2023 qui s'élevait à 25 55 356 369 francs CFA.
Le député Gérard Guenochi, président de la Commission des finances et des échanges, n'était pas physiquement à cette plénière. Le leader du jour informe qu'il était à la 15e conférence annuelle de la SAD-COPAC en Afrique du Sud avec Noureno Tchadé et son collègue du Parti Les Démocrates. Ils y seront jusqu'au 6 octobre, précise le journal. Pour le personnel civil et militaire du Parlement, ici au siège, la cérémonie des couleurs du lundi dernier était une nouvelle occasion pour aller à l'école du civisme et du patriotisme. Le matin donne des nouvelles de la communication développée à l'occasion. Assemblée nationale, personnel civil et militaire sensibilisé sur la notion d'intérêt général, écrit le journal. C'est M. Célestin Rossou, chef de la cellule d'audit interne, qui a eu l'honneur d'entretenir ses collègues sur ce concept, détaille le matin. Un honneur pour moi aussi de vous servir cette revue de presse ce matin. Merci pour votre attention. Faire revenir les esprits des défunts parmi les vivants. Tel est l'esprit du culte Egungun, qui est généralement une entité double. Les Egungun incarnent à la fois le défunt d'un clan et un génie de la nature dont il possède certaines caractéristiques. Ensemble, allons au cœur du culte des ancêtres. La tradition Yoruba Egungun, une fois encore célébrée dans sa conception sacrale et son originalité cultuelle. On va quitter ici pour aller dans la bouche. On va faire les sacrifices, on va appeler nos ancêtres. Après avoir appelé nos ancêtres, on va appeler les revenants. Ils vont commencer par sortir un à un. Quand ils vont sortir, on va revenir à la maison. C'est là qu'ils vont faire la prière dans notre ville, Porto-Novo. Par de séduisants jeux de jambes cadencés, les Egungun ont déchaîné bien des passions et tenu en haleine un public fanatique de leur danse atypique. Aujourd'hui, je rencontre 22 revenants aujourd'hui. 22. Hier, j'ai rencontré 3. Aujourd'hui, j'ai rencontré 22. Ça fait 25 revenants que je vais rencontrer. Le patrimoine de cette célèbre danse culturelle reste conservé et continue de faire des adeptes tant chez les personnes âgées que dans le rang de la jeune génération. Egungun, c'est un culte, c'est pour nos ancêtres. Et quand on fait sortir ça, c'est pour faire des cérémonies, pour avoir la paix. On fait sortir ça pour avoir la paix dans le pays. Et que tout marche bien. C'est des sacrifices quand même, c'est des sacrifices pour avoir la paix, c'est ça. Partie intégrante des valeurs endogènes nationales, la danse Egungun à travers cette parade réaffirme l'importance du patrimoine des danses de participation qui, partie du culturel, revigore substantiellement du culturel. Merci à Mac et Rioleston pour ces images assez intéressantes. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Au revoir et à bientôt.